Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Les deux derniers numéros de l'année 2024 de cette émission consacrée à la promotion d'une vision africaine sur tout ce qui concerne et tout ce qui va concerner le continent africain sont destinés à la rediffusion de deux émissions en rapport avec les thématiques abordées tout au long de cette année qui s'achève, à savoir le parcours des figures les plus importantes du panafricanisme ainsi que les congrès panafricains ayant œuvré pendant plus de 60 ans à la décolonisation du continent et à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Aujourd'hui, je vous propose la rediffusion de l'émission consacrée au tout premier congrès panafricain, le congrès de 1900, qui a été organisé à Londres. Bonne écoute. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Le 30 juillet 1900 s'ouvre à Londres le tout premier congrès panafricain de l'histoire. Cette conférence qui a regroupé pendant 3 jours à Westminster Town Hall 37 délégués, hommes et femmes en provenance d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et des États-Unis, constitue une initiative dont la cheville ouvrière est Henry Sylvester Williams, un avocat de Trinidad qui résidait à Londres. Prudents dans leur déclaration, les délégués se présentent toutefois comme des leaders politiques. Ils ont donc développé le plus souvent le plus grand droit et l'amélioration des conditions de vie des Africains et des peuples d'ascendance africaine sur les 4 continents. Cette conférence est marquée par la communication présentée par Webb Dubois sous le titre « Les âmes du peuple noir », dans laquelle il saisit l'esprit et l'atmosphère de la rencontre. Ce congrès a été marqué par la délibération solennelle sur la situation de l'époque et future des Africains. Pour revenir sur ce tout premier congrès panafricain de l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Feria FM Zohra Al-Hayani, Abdallah Issouf et Samuel Akizimana. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Samuel Akizimana. Voilà un congrès qui se tient dans un moment où le continent africain était pratiquement isolé par le fait colonial, parce que à l'époque, tout le continent était pratiquement colonisé, à part l'Éthiopie et le Libéria. Oui, à part à cette époque, c'était une époque un peu difficile, non seulement pour le continent africain, mais aussi pour la diaspora africaine qui était à l'étranger. Et comme vous venez de citer, il n'y avait que 2 pays à cette époque qui n'étaient pas encore colonisés, l'Éthiopie et le Libéria. Libéria qui était considéré comme la terre d'accueil des gens qui ont été déportés pendant la période d'esclavage. Oui, c'était une période très difficile, mais en revenant sur ça, c'est pour ça que ce congrès était si important, parce que c'était un congrès où le sujet principal était les droits civiques des Africains et de la diaspora africaine à l'étranger. Parce que là, on va voir que Henri, à l'époque, et les autres qui avaient été les initiateurs de ce congrès, ils avaient compris l'importance de l'unité africaine pour se battre pour le droit civique de la population africaine et de la diaspora. Ce qui me touche sur ça, parce que le point focal était l'unicité de ce peuple noir. Oui.
que ce soit ceux qui sont en Afrique, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, parce qu'ils avaient compris que ce soit les peuples africains qui étaient restés en Afrique, que ce soit les peuples africains qui étaient dans la diaspora, tous ils subissaient le même désastre, c'est-à-dire qu'ils étaient tous sur cette terreur de la domination dont ils subissaient. Malgré qu'il y ait certaines personnes, on peut se dire que, parce que avant, on peut se dire que peut-être les gens qui étaient à la diaspora, ils étaient encore mieux. Non, mais ils avaient compris que tous, ils devaient s'unir et chercher des solutions ensemble. Parce qu'on regarde à travers ce congrès qu'il y avait le rassemblement de plus de 30 délégations. Quand on parle, il y avait Dubois, il y avait des gens à l'époque qui étaient impressionnants comme Dubois, etc., qui étaient dans ce congrès. D'ailleurs, dès le début, la conférence était conçue selon une logique transatlantique pour un petit peu aborder dans le même sens que toi, Samuel. Henri Sylvestre William fait appel à des acteurs francophones comme Benito Silva, en ténor Fermin, ainsi qu'aux intellectuels afro-américains les plus influents à l'époque, comme Booker Washington et Webb Dubois, Mzoura Al-Hiani. Oui, effectivement. Donc, comme vous avez dit, Dubois, les initiateurs de ce congrès, c'était Webb Dubois et aussi Henry Sylvester William. Et il y avait des gens aussi, des participants qui étaient trop influents. C'était des personnalités quand même un peu connues à cette époque-là. Il y avait le représentant du gouvernement libérien, Henry Brown. Il y avait aussi un Firmin. Et c'est des gens qui étaient conscients en fait de toutes ces injustices que les personnes de couleur subissaient à cette époque-là. Donc même Dubois et Sylvester, c'était des gens qui ont grandi en dehors du continent africain, donc ils ont vu même les injustices qui se passaient là-bas et tout ce que les Noirs vivaient à cette époque-là. Donc c'était aussi les premières personnes à dire que le panafricanisme, on doit vivre, tous les Noirs doivent vivre dans la justice et dans un monde qui vont créer eux-mêmes pour défendre leurs droits civiques. Vous parlez du panafricanisme, on dit que dans le contexte de la préparation de cette conférence, que le terme panafricain semble être formellement écrit pour la première fois comme une réponse au colonialisme européen. Justement, donc, le mot panafricanisme a été formel pendant cette première conférence ou bien ce premier congrès qui a été initié par les leaders comme Williams, Webb Dubois. Donc c'est vraiment un congrès qui est très important, qui a marqué beaucoup pour les Africains et qui continue jusqu'à présent. Donc pendant ce congrès, moi, ce qui m'a beaucoup touché, ce sont les décisions, ce sont les points qui ont été touchés pendant ce congrès. Parce que les Africains et les Afro-descendants, ils ont été longtemps marginalisés, ils ont été longtemps discriminés, privés de leurs droits civiques, privés de leur liberté. Donc, c'est une initiative vraiment appréciable. Et pendant ce congrès, on remarque que plusieurs points ont été discutés. Plusieurs thèmes ont été discutés, parmi lesquels on peut citer l'éducation, le développement économique, politique, social, et surtout l'unité africaine, parce que c'est ça la base de tout développement, je pense. L'unité africaine ne peut pas se faire tant que les Africains ne prennent pas conscience que le développement, quel qu'en soit son type, dépend d'eux et de... Oui, pour rebondir sur les mots de panafricain, le concept. Le concept panafricain, pour répondre sur ça. Moi, j'aimerais rebondir parce que c'était un peu difficile de trouver des résultats sur ce congrès, mais j'ai pu retrouver un petit test qui a été retransmis selon les mots de Henri. C'était un peu difficile, mais j'ai réussi à trouver ça. Moi, j'aimerais le partager avec les auditeurs où il disait... parmi ce congrès, on a retenu une de ces phrases clés où il disait « Nous sommes ici pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Nous sommes ici pour dénoncer les injustices infligées à notre peuple par les puissances coloniales et pour réclamer nos droits en tant qu'êtres humains. » Où il a encore dit « L'unité est notre seule force et nous devons nous unir pour combattre l'oppression et revendiquer nos droits pour la liberté. » C'est pourquoi Samuel, on dit 1900, c'est l'année zéro du panafricanisme. Mzoura.
Oui, effectivement, le panafricanisme, C'est important. comme vous avez dit, c'est là où on a prononcé le mot panafricanisme. Donc, oui, c'est l'année où le panafricanisme, on peut dire qu'il est né et que ces initiateurs-là ont donné des exemples et des leçons pour les générations à venir. Donc, tous les panafricanistes qui venaient après le congrès de 1900, enfin après l'année 1900, ils s'appuyaient toujours sur les recherches cette référence, parce que ça a été quand même pour la première fois 37 délégués. 37 délégués. C'est 37 délégués. Et chacun, vraiment, ils étaient représentatifs. C'est-à-dire, il y avait des délégués de l'Afrique, des différents pays, États-Unis et Europe. C'est-à-dire la France, l'Angleterre, etc. C'était important de réunir dans un contexte. C'est-à-dire, on était à 15 ans après la conférence de Berlin, c'est-à-dire le dépeçage de l'Afrique. Oui, effectivement. Parce que là, c'est ce qui est plus important avec ça, parce que on peut se rendre compte que c'est des intellectuels de l'époque, parce que tous. C'est une élite qui a joué, qui a assumé ses responsabilités pleinement. Oui. Et ils étaient là pour parler d'une seule voix. C'est ça qui est encore incroyable. Ouais. C'est-à-dire que, parce que si on regarde les gens rassemblés au niveau de ce congrès, on peut dire que ils avaient tous cet amour pour le continent et pour la diaspora, mais ils avaient aussi des approches un peu différentes. Les autres prenaient, par exemple, l'intégration. Les autres prenaient, par exemple, le retour en Afrique, etc. Mais tous, lors de ce congrès, ils avaient une seule voix. La seule voix qu'ils avaient, c'est-à-dire que nous devons dénoncer les injustices qui est en rapport avec... dans le contexte de la corollaire de la colonisation. Oui, c'est ça, parce que le panafricain, c'était pas un vain mot. Ouais. Voilà, vous imposez le colonialisme, nous, on vous oppose le panafricanisme comme solution au colonialisme. Il souffre. Justement, c'est un congrès qui a rassemblé beaucoup des élites, beaucoup de leaders venant de tous les coins de l'Afrique et des gens des diasporas aussi qui ont été représentés. Donc, on remarque que c'est vraiment une chose énorme parce que c'est juste comme ce que vous venez 15 ans après la conférence de Berlin. Conférence de Berlin. Donc, cela prouve que les Africains, c'est ça en fait le panafricanisme. C'est-à-dire, les Africains vont prendre en main leur destin. C'est fini à la discrimination qui ont été... Oui, parce que si on rebondit directement sur ça, ce que tu étais en train de dire, Youssouf, c'est là parce que si on regarde parmi les résolutions, tu as parlé même tout à l'heure des résolutions, ça dit qu'à travers ça, ils ont pris une résolution. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la naissance, on peut dire c'est le départ du panafricanisme. Parce que parmi les résolutions, quand ils ont adopté, par exemple, la fin de la colonisation, ils ont appelé à la protection des droits des Africains. Ils ont appelé... non, ça pas seulement des Africains, mais des descendants africains aussi. Des descendants aussi africains. Ce qui montre au fait que c'était une réunion, on peut dire c'est un regroupement des personnes avec un seul même but, et qui est la protection et la décolonisation de l'Afrique. Ils ont ouvert la voie et puis ils ont également dessiné une vision, c'est-à-dire c'est pas simplement... on peut dire c'est une feuille de route qui s'est tracée. C'est une feuille de route parce que à la fin... Benito Sylvain, donc l'haïtien, c'est lui à qui on a demandé d'écrire, d'élaborer donc des recommandations. Donc à la fin, c'est les 3 jours consacrés à cette conférence vont aboutir donc à une série de recommandations, notamment l'une des plus importantes, c'était de sensibiliser l'Éthiopie, le Libéria et Haïti qui n'étaient pas colonisés à l'époque, pour au moins se mobiliser pour protéger et faire valoir les droits des populations noires du monde face au colonialisme. C'est-à-dire, il fallait sensibiliser ces pays pour ouvrir leurs portes à tous les militants des autres pays africains pour leur assurer aide et assistance. Oui, effectivement. D'ailleurs, même il a inspiré une série de congrès panafricains organisés après par surtout Abd Dubois qui a animé plusieurs conférences 1919, 1921, 1923, 1927. Tous c'était des congrès qui s'appuyaient sur l'édit de la conférence de 1900. Donc c'était tous des congrès qui appelaient à la solidarité, à l'unité africaine et même les mouvements de libération nationale
qui ont été retardés d'ailleurs par la Première Guerre mondiale. Donc parce que entre 1900 la seconde conférence importante, c'était celle de 1919. Donc parce que ce vide, c'est vrai que le mouvement était en hibernation pendant cette période à cause de la Première Guerre mondiale notamment, et pas que parce que même au niveau on enregistre la disparition de l'initiateur principal de cette conférence, à savoir Henry Sylvestre Williams en 1911. Voilà. Oui, et ça a influencé aussi les leaders panafricains comme Kwame Nkrumah. Par la suite, abandonné. Jomo Kenyatta, Julius Nyerere et tout. C'est là où on peut voir l'importance de ce concret, parce que on voit déjà il y a une tracée. Vous avez parlé de l'haïtien qui devait émettre certaines résolutions, etc. Là, on va voir qu'il y aura une série de naissances. En fait, on peut dire qu'il y a une continuité. Donc il y avait des situations de crise, etc. Le mouvement a connu un certain reflux, etc. Mais l'idée, c'est-à-dire à continuer, à marquer parce que ça a marqué les esprits. Oui. Donc les interventions de Sylvestre Williams a marqué les esprits, et puis même Dubois. Et puis ça va inspirer un autre militant dont on a tracé le parcours dans une émission, Marcus Garvey, pour dire un petit peu l'importance de ce congrès, de cette rencontre de juillet 1900 à Londres. On peut dire, juste, moi je dirais que c'est pas juste une rencontre, moi je dis c'est une contre-offensive africaine en quelque sorte. C'est une contre-offensive africaine. C'est une contre-offensive africaine de la conférence de Berlin, de la conférence de la honte, on peut dire. C'est une contre-offensive de la conférence de la honte où en fait, on a vu que l'élite éduquée africaine et de la diaspora, ils étaient rassemblés pour prendre des décisions pour une nouvelle Afrique. Et c'est là où on vient de, parce qu'on a dit le précurseur du panafricanisme est né de là, parce que le mot panafricanisme, c'est né à travers ce congrès, parce que on a vu que les élites et les différents élites de l'époque, parce qu'on parle des professeurs, il faut le dire, c'était des professeurs, des avocats. Des avocats. En fait, c'était une élite africaine réellement regroupée pour défendre les intérêts de l'Afrique, pour défendre les intérêts de l'Afrique et de la diaspora, parce que là, on ne dissociait pas l'Afrique et la diaspora. C'est-à-dire tous les Africains dans le monde. On a associé tous les continents pratiquement, des représentants de tous les continents. Donc, les gens qui subissaient à l'époque, on peut dire que c'est les gens qui subissaient pour avoir leurs droits. Défendre les droits des gens qui subissaient à l'époque, parce qu'ils étaient dans la même situation, que ce soit aux Caraïbes, que ce soit, en fait, tous ils subissaient. C'est pour ça ce qui est intéressant. Il n'y avait pas de limite des frontières en quelque sorte. C'était pas seulement l'Afrique, c'était l'Europe, l'Afrique. En fait, on peut dire que c'est la conférence de Berlin à l'africaine. C'était les États généraux de l'Afrique. Ouais. On peut dire les que Africains. C'était la première réflexion. C'était un congrès qui a regroupé beaucoup des élites qui ont des connaissances et d'expériences dans divers domaines. Quand vous prenez les parcours de Williams, c'est un juriste. Quand vous prenez le Webb Dubois aussi, c'est un doctorat. Donc ce sont des élites venant de tous les coins qui ont vraiment de l'expérience, qui ont vraiment rien n'a été laissé au hasard. C'est-à-dire il fallait une parité entre les francophones et les anglophones. C'est-à-dire l'élite francophone et anglophone. Il y avait la présence féminine dans ce premier congrès, donc où on a fait appel également à des femmes africaines pour participer à ce congrès. Pour vous dire que rien n'a été laissé au hasard. Je peux donner un nom de Anna Julian Cooper. Elle était là aussi. Anna Julia Cooper. C'était la seule femme noire. Elle le disait elle-même. La seule femme noire peut dire quand où j'entre dans la dignité tranquille et indiscutée de ma féminité. C'était ces mots qu'elle répétait pendant ce congrès. Et on remarque pendant ce congrès plusieurs perspectives ont été envisagées. Oui. Et parmi ces perspectives, on peut citer le développement économique, social, culturel et tout. Donc, c'est vraiment le point essentiel du panafricanisme. Ils ont envisagé les étapes. D'abord,
l'éducation, le développement Le économique, développement après économique. l'émancipation, Oui. c'est-à-dire l'émancipation du joug colonial. Et c'est là, je pense que ça ne va pas se faire tant qu'il n'y a pas la base, qui est l'unité africaine et l'unité de tous les Noirs. Parce qu'en ce moment, c'est un congrès qui a rassemblé non seulement les Africains, mais tous les descendants de l'Afrique, les afro-descendants. Donc, à travers cette unité, moi, je pense que on peut envisager les autres points qui est l'éducation, le développement social, culturel, politique. Puis il paraît, Mazahora, que les débats se sont déroulés dans un échange respectueux entre l'ensemble des délégués. Il n'y avait pas de déchirement entre les délégués. C'est-à-dire tout le monde était conscient de la nécessité de mettre en place quelque chose qui allait servir de réceptacle. Ah oui, qui allait servir donc de réceptacle à toutes les doléances des peuples d'Afrique. Oh, oui. Et ils ont réussi donc à mettre en place donc une unité qu'on appelait conférence, congrès, qui va par la suite donc devenir l'organisation de l'unité africaine. Voilà. Oui, Ils ont jeté les premiers jalons de cette organisation. La première graine, parce qu'on peut dire que c'était difficile, parce que cette première graine, il fallait bien la mettre dans un sol qui pouvait bien pousser. En fait, c'est là où moi je dirais, ils ont été ingénieux parce qu'ils ont réussi à faire le plus grand du boulot. Parce que ils ont réussi à rassembler. C'est pas un essai. Même pas, ils ont réussi à rassembler les élites qu'il fallait rassembler à l'époque. Et non seulement ça, si on regarde très bien, en fait, c'est tous les recoins du globe terrestre qui étaient rassemblés à ce congrès-là. Ils ont réussi à faire ce que la plupart des personnes, même jusqu'à présent, on peut se dire c'est l'unité. Ils ont réussi à rassembler cette unité malgré leurs différences. Parce que là, vous l'avez même dit en disant, quand ils n'étaient pas là pour se déchirer. Non, ils étaient là pour trouver des solutions en un seul voix. Parce que là, il n'y avait pas ce côté égo. Parce que souvent, ce qu'on rencontre dans tout ce qui est congrès africain, c'est l'ego de certaines des personnes. Mais là, ils étaient dans une seule voix et ils cherchaient tous une seule solution pour les gens qui sont discriminés. Oui, justement, moi, je peux ajouter quelque chose sur ce que Samuel vient de dire. Vraiment, c'est des choses énormes qu'ils ont fait pendant cette époque. Et puis, c'est des choses vraiment essentielles pour les fondements, pour la base même du panafricanisme. Parce que le fait de rassembler tous ces gens, c'est vraiment une chose énorme et c'est vraiment une chose à apprécier. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est une réalité. En ce moment, les Noirs sont discriminés partout, que ce soit en Afrique, que ce soit là-bas aux États-Unis. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils arrivent à avoir un point commun. C'est-à-dire, la meilleure façon de réclamer ses droits, de réclamer ses droits, sa liberté, ses unités, et puis ils ont réussi à établir cette unité africaine. Le mot de la fin. Moi, je dirais que ce congrès, il a stimulé une renaissance culturelle où l'identité africaine était affirmée, confirmée en fait, donc, pendant ce congrès, où il y avait la valorisation de tout ce qui est culture africaine. Le mot de la fin, en fin de compte, c'est pour Samuel. Quelque chose à... Ouais. Ah oui. Moi, j'aimerais bien qu'on termine à travers les mots de Henri, l'organisateur Sylvestre, où il avait dit lors de ce congrès, nous sommes ici pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Nous sommes ici pour dénoncer les injustices infligées à notre peuple par les puissances coloniales et pour réclamer nos droits en tant qu'êtres humains. L'unité est notre seule force et nous devons nous unir pour combattre l'oppression et revendiquer notre liberté. C'était là donc la rediffusion de l'émission consacrée au Congrès panafricain de 1900, qui a jeté les premiers jalons de l'Union africaine au début du XXe siècle. Avant de vous souhaiter une bonne année, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la rediffusion de l'émission consacrée à l'une des figures importantes du panafricanisme, à savoir Cheikh Anta Diop, l'une des figures majeures de la pensée panafricaine. À la semaine prochaine.